Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Effort Maximum. Ravi de vous revoir. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à une caméra, donc je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode où on est à Toulouse aujourd'hui et toujours bien accompagné, cette fois-ci pas d'Edouard comme vous pouvez le voir, mais de Baptiste. Donc salut Baptiste. Bonjour à tous. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah ça va super, merci, content de te retrouver après cet épisode avec Camille et Claire. Ouais. T'as tellement aimé l'expérience que maintenant tu reviens. C'est ça. Deuxième épisode du coup pour moi et deuxième du coup expérience en podcast et c'était vraiment cool le premier épisode qu'on a fait avec Camille et Claire. Donc deuxième épisode aujourd'hui. Trop bien. Et bah évidemment toujours hyper bien accompagné puisque on est accompagné de deux cofondateurs de l'équipe d'Elda. Donc salut. Salut. Bonjour Hugo, bonjour Baptiste. Et bonjour Nicolas du coup de Elda. Vous pouvez vous présenter très rapidement l'un et l'autre, voilà, expliquer ce que vous faites au sein d'Elda et un peu peut-être même votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené ici. Honneur, je pense, aux dames et puis voilà, ça très bien. Donc, voilà, c'est la parole. Il n'y a pas de souci. Alors moi, c'est Charlotte Vrenac, je suis cofondatrice de Elda Technologies et je m'occupe de la partie opérationnelle, donc tout ce qui est un peu financement, dossier administratif, montage de dossiers pour des financements, comme marketing, voilà, un peu tout le reste, tout ce qui est un peu casse-pied, mais bon, ça va. C'est chiant, voilà, mais je m'en sors plutôt bien et j'aime ça. Donc voilà, et donc on travaille sur le projet Elda Technologies. Donc on a cofondé à 3 Elda Technologies et ce qu'on fait, c'est qu'on développe une plateforme pour les stations de ski pour les aider à optimiser leurs ressources en eau et en énergie. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir scanner les domaines skiables avec des drones et des capteurs lidar. Je sais pas si vous savez ce que c'est un capteur lidar, mais c'est un capteur qui va pouvoir scanner à grande échelle le terrain et avec une grande précision. Ce qu'on fait, c'est que on va traiter ces données automatiquement et rapidement au sein de notre plateforme pour fournir des cartographies 3D des domaines skiables où on peut retrouver les épaisseurs de neige, calculer des volumes, des surfaces dans le but d'aider les stations de ski à mieux produire la neige artificielle face au changement climatique qui s'intensifie et la neige naturelle qui est de moins en moins présente sur les pistes. Ok, trop bien. T'as très bien décrit la solution et du coup donc Nicolas, je suis le CTO de Elda Technologies. Donc moi je m'occupe de toute la partie tech de la solution, donc le développement logiciel principalement et surtout que ça on va dire. Pour répondre un petit peu au parcours, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Il faut savoir que de base c'était un projet étudiant en fait, Elda Technologies. Ça vient de base on a fait un master spécialisé en entrepreneuriat à l'ISEA Supa Aéro et bon même avant ça de base on est tous ingénieurs de formation dans différents domaines. Moi dans la science des matériaux, donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Charlotte dans le génie mécanique et Julie, notre troisième cofondatrice, plus ingénieur généraliste. En fait, on s'est tous retrouvés à l'ISEA Supa Aéro à Toulouse pour faire un master en entrepreneuriat et innovation. Et en fait, le projet vient d'un projet étudiant qui a été fil rouge pendant ce master, pendant 6 mois. Et qui de base n'était pas du tout ce qu'on fait là. C'était, c'était toujours dans le secteur de la montagne et de la neige, où on voulait faire un drone pour larguer des explosifs, pour déclencher des avalanches, pour sécuriser en fait la montagne. Bien différent. Donc quand même assez différent, même si c'était un peu dans le même secteur. Et en fait, pendant tous ces 6 mois de projet étudiant, on a beaucoup discuté avec les stations, avec les potentiels clients qui pourraient être intéressés. Le but du projet, c'était faire une étude technico-commerciale en gros. Donc on n'avait pas forcément besoin de développer une solution, mais plus identifier un besoin. Et donc, à force de discuter pendant ces 6 mois, on s'est aperçu que le besoin était plus centré sur l'économie en eau en montagne, lié avec le réchauffement climatique qui s'intensifie et du coup, il y a de moins en moins de neige naturelle et ils produisent de plus en plus de neige artificielle. Et donc, on a un peu réorienté notre idée de solution vers un logiciel comme l'a bien décrit Charlotte. Et en fait, du coup, à l'issue de ces 6 mois, l'école nous a proposé, on a demandé à l'école de faire notre stage dans notre projet, en fait. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a fait ça pendant 6 mois et à l'issue de tout ça, on a créé la société en 2023, en janvier 2023, dans le cadre en fait, ce qui a provoqué la création, c'est surtout on devait signer un partenariat avec une des grandes stations de ski françaises, Serre Chevalier. Et pour ça, fallait avoir une structure, fallait être carré là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'on a créé la boîte. Et en fait, de fil en aiguille, on en est arrivé là aujourd'hui. Donc, votre premier partenariat, en fait, c'est une assez grosse station. C'est à direct prix, en fait. C'est ça. C'est à direct prix. En fait, je pense que ça a été beaucoup au bon endroit au bon moment, dans le sens où nous on avait une idée, on avait des compétences, on voulait résoudre un besoin et Serre Chevalier eux étaient déjà équipés de la technologie en question, c'est matériel, donc on l'a pas trop expliqué, mais
Tu l'as dit que pour utiliser notre solution, on a besoin d'un drone et d'un lidar, parce que des données qu'on vient récolter comme ça. Et en fait, cette station de ski était équipée, mais ne savait pas en quoi en faire de ces équipements-là, parce qu'ils n'avaient pas la compétence technique pour exploiter tout ça et traiter ces données. Ok. Et du coup, en fait, en forte discussion, on a été mis en relation avec cette station, et en fait, ça a matché direct. Ça a été en fait un partenariat de co-développement. C'est ça. Où eux nous fournissaient des données et aussi beaucoup d'expertise terrain. Et nous, on récupérait ces données, on commençait à développer la solution, on entraînait nos modèles. Et c'était vraiment une sorte de bêta-test continu, qui continue d'ailleurs aujourd'hui toujours. Ah, c'est trop bien comme premier partenariat quoi, pour commencer. Franchement, on n'aurait pas eu cette opportunité-là, on serait pas là aujourd'hui, c'est sûr. Parce que ça nous a permis de construire notre modèle, perfectionner le truc, de perfectionner, et il nous accompagne encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une grosse force qu'on a dans le projet. Ok, trop bien. Et du coup, une pensée pour Julie, du coup, qui est... Pensée pour Julie, qui aujourd'hui il doit être actuellement ou bientôt en réunion avec une station de ski d'ailleurs, justement. Qui est notre troisième cofondatrice du coup et qui s'occupe de la partie commerciale, démarchage client, etc. Et vous êtes 3 du coup vraiment sur l'équipe ou il y a d'autres personnes qui gravitent autour On est 3 cofondateurs et actuellement on a 2 alternants, un en dev et une en commercial. Et un freelance. Et un freelance brésilien qui est au Brésil aujourd'hui. Ah oui. Un data scientist parce qu'on a une partie de développement recherche où là on développe un modèle prédictif de la fonte des neiges pour savoir modéliser le manteau neigeux à 10 jours à peu près. Voilà, avec plusieurs paramètres et on travaille avec un centre de recherche de l'ISAE Super-Héros en intelligence artificielle. Et donc, on a tous cette partie recherche et développement où notre freelance travaille dessus. Il était stagiaire avec nous et puis on l'a pris en freelance en suivant. Ok, trop bien, trop bien. Voilà. De toute façon, on pourra en reparler de tous ces sujets juste après. Bien sûr. Nous, généralement, voilà, ce qu'on fait à l'information pour commencer, c'est les 10 questions de Baptiste aujourd'hui. Où ça des questions pour un peu apprendre à vous connaître et un peu pour si vous mettre à l'aise sur le format podcast, okay. C'est votre premier, comme on disait. Donc, je vais laisser Baptiste prendre la main sur ça. Alors le principe c'est que j'ai préparé 10 questions numérotées de 1 à 10 où vous allez chacun du coup me dire un numéro chacun votre tour et je vais poser la question qui est associée du coup à votre numéro. Le but étant de pas donner 2 fois le même numéro. Du coup Nicolas tu répondras soit en premier ou Charlotte comme vous voulez. Vous mettez d'accord sur qui répondra en premier et puis vous me dites un numéro et puis au hasard chacun peu importe. On commencer par 8 par exemple. C'est ça. Mais 8 du coup. Ma question c'est est-ce qu'il y a une application que tu utilises tous les jours au quotidien et qu'aujourd'hui tu ne pourrais plus lâcher ou tu pourrais plus t'en passer Alors ça dépend dans quel cadre. Ça dépend si dans le cadre pro ou dans le cadre perso. Dans le cadre professionnel plutôt. Dans le cadre professionnel. Moi je sais. Ah oui. Alors attends, est-ce que à ton avis moi je pense. Tu vas dire ChatGPT? Non, pas forcément. Non, j'allais en dire une autre. Non. Dans le cadre pro, bon, si on veut rester vraiment corporate, on va dire ma boîte mail, mais. C'est pas bien. Mais je sais que, alors c'est pas forcément une application, c'est plus on va dire, une newsletter d'une web application que j'utilise en permanence qui me permet de rester au courant sur tout ce qui se passe en ce moment sur la tech en fait. J'avoue que c'est plus là-dessus que je sais que tous les matins quand j'arrive, mon réflexe c'est pas forcément, c'est j'ouvre ma boîte mail, je regarde pas forcément les mails et à côté j'ouvre mon compte de cette application et en fait j'ai toutes les dernières nouveautés qu'il y a eu, que ce soit dans l'IA, que ce soit dans tout ce qui tourne autour de la tech, peu importe le domaine, de la santé, le sport, l'aviation, le spatial, peu importe. Et c'est juste après c'est moins ma curiosité et que j'aime tout ça en fait et que j'aime rester à jour et apprendre tous les jours sur ce qui existe. Et je sais que 5 minutes par jour le matin, j'aime bien avoir ça. Juste pour, c'est une newsletter du coup. En fait, c'est pas vraiment c'est une newsletter, mais c'est en fait je le reçois par mail aussi. Mais j'ai un compte sur l'application qui fait que quand je me connecte, j'ai les dernières. Un peu comme si un peu comme si j'étais sur Le Monde, mais pour la tech quoi. Pour de faire de la veille. C'est ça. Je dirais que c'est ça que je pourrais pas me passer en soi. Si en fait, quand j'y pense comme ça, je pourrais m'en passer. C'est pas devenu une addiction. Je prends du plaisir après à lire tout ça, mais c'est plus un réflexe, on va dire. Après, en soi, si on m'enlève, je pourrais arrêter. Mais je sais que naturellement, j'irai chercher autre chose pour faire la même chose. Pour éviter de passer à côté d'informations importantes. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ouais. Un numéro. Moi, je vais dire le numéro 5. Est-ce qu'il y a une anecdote improbable que tu as vécue au sein d'Elda et une aura à nous raconter? Oula. Alors je pense
je pense à une. Je pense qu'il doit y en avoir plusieurs, mais je pense particulièrement à une. On s'est déplacé à Serre-Chevalier pour la première fois. On connaissait pas nos interlocuteurs au tout début. Enfin, on parlait avec des personnes, mais on les avait jamais rencontrés. Et donc, il se trouve que ils nous logeaient. Donc, on avait de la chance. On avait un appartement là-bas. On retrouve une personne de Serre-Chevalier, du staff de Serre-Chevalier là-bas. On arrive devant l'appartement. En fait, pour rentrer dans l'appartement, pour garer la voiture, il y avait une barrière. Et cette barrière-là, eh ben, il se trouve qu'elle était cassée. Donc, en fait, on s'est retrouvés à pas pouvoir rentrer. Non, on avait... Non, on était rentrés, voilà. C'était pas, elle peut plus rouvrir, ressortir. On était rentrés dans le parking, et ensuite, la personne de Serre-Chevalier devait repartir, et la barrière ne s'ouvrait plus. Donc en fait, on s'est retrouvés, en plus c'était en fin de journée. Vous êtes 20h30. On s'est retrouvés, c'était la première fois qu'on voyait la personne. Et numéro en fait, de chercheux, c'était le gars au placé de... trois cadres étudiants comme des débiles. Et du coup, tout le monde était sous la barrière en train d'essayer de la soulever. Ah, vous avez carrément essayé. Parce que cassez pas ma voiture, cassez pas ma voiture. Voilà, on appelait le service de réparation ou de la société de maintenance. Et personne répondait, et du coup nous on était là en train d'essayer de lever le truc, donc ça a duré je sais pas une trentaine de minutes au moins. Ça brise la glace, on va dire. Oui, c'est pas mal en vrai, cette façon de faire. C'était du team building. Et, franchement on a bien rigolé, et c'est vrai que des fois on y repense souvent, parce que à chaque fois qu'on revient à Serre-Chevalier, on va dans cet appartement. À chaque fois on raconte un peu l'anecdote. Bon, on est resté bloqué. Enfin voilà. Moi j'en ai une autre, mais je vais pas la. Enfin, je sais pas s'il y aura le temps de la raconter, qui est intéressante aussi. Si, carrément. Côté business, je vais essayer d'aller vite, mais que moi je l'ai pas vécu, c'est les filles qui l'ont vécu. Elles sont allées pitcher à Paris, à la station F, ce que j'ai dit tout à l'heure, pour le concours Kite & Connect. Et en fait, le pitch s'est très bien passé, tout ça. Et en gros, c'était, je crois, les 2 finalistes, je me trompe pas, ou 3 finalistes qui étaient les 3 finalistes. Voilà, qui étaient invités à partir au Maroc pour faire une journée. Non, une journée, pas juste une journée. 4 jours à Darla. En fait, Kite & Connect, c'est un réseau professionnel qui allie kites et business. Et en gros, ils font un gros event fin septembre, je crois que c'est fin septembre, où il y a 4 jours au Maroc, à Darla. Et en fait, tu veux continuer ou bon, tu peux continuer, c'est toi qui l'as vécu en soi, mais je disais que donc le pitch se passe bien nickel, et au final, elles font pas partie des finalistes. Elles sont pas sélectionnées pour partir à Darla. Ils annoncent le soir même. Ils annoncent le soir même les 3 finalistes, et ensuite on finit à un after work. Et nous on se dit avec Julie, bon, on est parti à Paris, on va aller à l'after work, on va essayer de réseauter à fond et tout, et c'est ce qu'on fait. On réseaute. Et en fait, on a passé une super soirée. On a rencontré des gens de fous, dont un gros PDG. Une très très grande entreprise française. Voilà. Et en fait, on savait pas qui c'était. Et on s'est rendu compte qu'on parlait à quelqu'un, de hyper bien placé. Ouais, voilà. Et en fait, le lendemain, il y a le directeur du Kite & Connect qui nous appelle et qui nous dit, bon, les filles, je sais pas ce qui s'est passé, mais tout le monde vous a adoré et tout ça. J'ai eu plein de retours de vous, et puis il y a quelqu'un qui vous parraine pour partir au Maroc. Qui nous paye tout. Donc en gros, on a eu les 4 jours payés, plus les cours de kite, qui n'étaient pas normalement compris dans les finalistes. Dans le prix des finalistes, et donc on est parti au Maroc, et au début on savait pas qui c'était qui nous avait payé le séjour. C'était un mec mystérieux. Vous avez juste comme quelqu'un juste t'offre un verre au bar. C'est ça, on recevait des vocaux, on part au Maroc, je sais pas quoi, on sait pas qui c'est, on sait la tout, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'était le moment le plus beau, je pense, du projet, où on s'est dit non mais c'est fou et tout ça, et après on savait pas trop qui c'était. Après on a appris que c'était le fameux PDG. Qui pesait bien. Et en fait, pour faire les 4 jours. Et du coup, on a été réintégrés au concours, et on est parti là-bas. Et parce qu'en fait, là-bas, c'était la finale, en gros. Donc, il y avait encore un pitch, et après, c'était un applaudimètre. Il y avait quand même les 4 prévus, et plus vous, du coup, c'est ça? Donc, il y avait les 3, et plus nous. Plus vous, ok. Voilà. Et après, on a pitché devant 300 personnes. Donc, c'est souvent des investisseurs, des entrepreneurs, de tous les domaines. Et en fait, on a gagné.
Ah ouais, au final, l'histoire, elle est folle. Du coup, ouais, c'était trop bien. Et du coup, on est toujours en contact avec ce fameux PDG. On est remonté à Paris il y a pas longtemps. On est allé dans ses bureaux et on se dit bon, c'est quand même un truc de fou. Ça y est, ils ont pas pris sous son aile pour nous. C'est vrai que mentorer, on va dire. c'est vrai que c'était une belle anecdote, celle-là. Ça prouve que faut aller jusqu'au bout, même si vous n'êtes pas en finale et tout, aller réseauter et tout. Ah, mais oui, c'est hyper important. Il faut se servir de tout ce qu'on a. Et on en fait, parlera peut-être ça, après. Je crois qu'il y a une question après un peu plus sur le réseau, mais le réseau, c'est très. C'est hyper important en tout cas dans la création d'entreprise, entrepreneuriat ou quoi. C'est la puissance, c'est monstrueux en fait. Tout ce qu'on peut atteindre grâce à juste ça. On passe sur une deuxième question du coup pour toi. Je suis un peu sur les chiffres pairs, j'avoue. Quel est ton petit rituel avant les rendez-vous importants? Essayer de calmer Charlotte. Ah ouais. Non, c'est un rituel. Bah, en soi, j'ai Nico pas forcément de rituel, ou alors je m'en suis pas rendu compte. Ouais, de la manière dont tu prépares peut-être T'allais dire Madines finalement. Il prépare pas, Nicolas. J'avoue que je fais beaucoup de choses à l'impro et au feeling, donc je suis pas forcément. Si quand je prépare, j'essaie d'un peu de me former avec qui je vais discuter, ce qu'il a fait, etc. Donc souvent j'aime bien parce que Charlotte fait ça, de lui demander qui c'est. Et derrière, après, je vais aussi regarder son LinkedIn, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il fait. Et mais après, j'ai pas forcément de rituel. Mais après, quand on est en équipe ou que c'est un peu stressant, c'est plus discuter avec les filles sur comment est-ce qu'on va aborder la chose. Ça aide vraiment d'être en équipe pour les rendez-vous justement. Ouais, ça dépend lesquels, mais si des rendez-vous de levée de fonds avec des investisseurs ou tout comme ça, c'est bien parce que du coup, bon, déjà ils voient toute l'équipe. Et après, nous, c'est bien de nous concerter avant pour qu'on ait tous le même discours parce que des fois, on peut avoir des discours un peu différents et ça peut être ça peut faire bizarre et on peut perdre en crédibilité là-dessus. Donc rituel, je dirais quand c'est en équipe sur des rendez-vous importants, parce que souvent quand on fait des rendez-vous à 3, c'est que c'est des rendez-vous importants. On essaie maintenant de pas mal se splitter sur les rendez-vous en fonction du poste de chacun, on va dire. Mais quand c'est à 3, c'est bien de un petit peu débrief un petit peu ensemble, mais pas beaucoup, hein, peut-être 10 minutes avant de qu'est-ce qu'on va dire, comment on oriente le truc, quoi. On est d'accord là-dessus et on y va. Ok, intéressant. Deuxième question pour toi, du coup. Allez, moi je vais être sur les chiffres impairs, je vais dire le 3. Le 3. On va peut-être revenir à votre fameux PDG, mais si vous deviez emmener une personne, une célébrité avec vous dans votre projet, un mentor, ce serait qui? Moi je l'ai déjà. Hein? Je l'ai déjà. C'est moi? Bon, évidemment. Edgar? Oui. Ah oui, bah oui. Mais je pensais aussi Vas-y, je te laisse faire. Non, mais oui. Moi, enfin, je pense pour tous les trois, ça serait Edgar Gros-Piron, qui est ancien champion olympique de ski de boss, qu'on a rencontré. Une autre anecdote, mais qu'on a pu rencontrer lors du Kiten Connect au Maroc. Ça a été quand même un gros événement pour nous. Ah oui, c'est vrai. Et donc on a pu discuter avec lui de notre projet et il se trouve qu'il a beaucoup apprécié notre projet. Il était prêt à investir pour notre levée de fonds, mais il y a pas très longtemps, il a été nommé président du comité olympique des JO d'hiver 2030. Et donc il va continuer, il va pas investir dans notre projet, mais il va continuer à nous accompagner. Et je pense que c'est une personne qui travaille aussi sur l'entrepreneuriat. Il fait beaucoup de conférences. Il est quand même beaucoup dans ce milieu-là. Et à la fois, c'est un gros acteur du ski. Donc c'est quand même une personnalité très importante pour nous. Et toi, tu pensais à Edgar, mais tu pensais à quelqu'un d'autre aussi? Je pensais à Edgar et aussi Thomas Pesquet, parce que c'est quand même une personnalité que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'il est. Et puis on est quand même basé à l'ISAE Super Héros, donc dans son école. Donc voilà, je pensais un peu aussi à lui. Je pense qu'on a le temps encore pour une question chacun. Une question chacun. 9. Oui, j'ai changé. Après, il est imprévisible. Si vous pouviez tester la technologie d'Elda dans un autre univers que le sport de neige, ce serait dans quel univers? Facile. C'est une bonne question parce qu'en soi c'est quelque chose qu'on a en tête pour la suite. Ok. Mais notre techno, elle peut être appliquée à beaucoup d'autres choses. Donc là, on va vraiment sortir du cadre de la montagne, des sports d'hiver, etc. Et c'est vraiment dans le suivi environnemental de manière assez globale sur tout ce qui est, on va dire, mouvement de terrain. Où en fait, notre solution, elle peut être... Là, aujourd'hui, on l'a orienté vers une solution métier pour les stations de ski, pour les aider à gérer, à offrir aux clients et aux skieurs un meilleur domaine skiable et à eux de faire des économies. Mais cette solution-là,
en fait, on peut réorienter le traitement de données qu'on a développé pour l'appliquer à d'autres secteurs. Et en fait, la techno en question permet de modéliser des mouvements de terrain. Et à partir de là, en fait, on peut tout modéliser. C'est-à-dire qu'on peut modéliser des mouvements de traits de côte, des mouvements de glaciers, des mouvements de dunes, n'importe quoi. Ou même en titouiller un petit peu, faire de l'analyse forestière, savoir le nombre d'arbres qu'il peut y avoir dans une forêt, la quantité de biomasse équivalente d'une forêt. Donc il y a beaucoup de domaines qui peuvent être adressables grâce aux technos qu'on utilise et à ce qu'on a développé. Et c'est un petit peu vers ça qu'on voudrait tendre, avoir quelque chose de plus global en finalité. On va dire un petit peu une diversification, mais qui viendrait ensuite. Mais c'est des choses qu'on a en tête et qu'on aimerait potentiellement aller dans le futur, quoi. Okay. Et c'est pour l'instant, c'est juste de la phase de réflexion. Réflexion, même si on a déjà des demandes de certains marchés, de certains clients déjà. Mais il y a tellement de demandes en vrai sur. Si vous pouvez diversifier, il y a de la demande en vrai sur. Ben c'est ça. En fait, on a beaucoup sur un peu tous les secteurs que je viens de citer. On a déjà des personnes qui nous ont dit, ok, ce que vous avez fait pour les montagnes et le ski, c'est bien. Est-ce que vous pouvez faire la même chose pour notre secteur, quoi. On sait qu'il y a de la demande, on sait qu'il y a de la place à prendre. Juste, on veut pas non plus tout faire à la fois parce que c'est à notre échelle, c'est pas forcément le plus pertinent. Mais on a derrière la vision vers là où on veut aller, quoi. Ok, trop bien. Ouais, dans un futur à moyen long terme, du coup. C'est ça, exactement. On aimerait aussi, commencer à travailler dessus légèrement, en parallèle, mais renforcer quand même le business qu'on a aujourd'hui sur la classe Puis ça va être compliqué peut-être aussi de mêler tout. Enfin, dans le sens où, comme tu disais tout à l'heure quand on discutait, il y a l'activité, bon, c'est comme ça, mais finalement, il y a presque tout le temps de l'activité, donc. C'est-à-dire qu'il faut trouver du temps en plus pour ensuite... C'est ça. C'est pour ça que c'est peut-être pertinent de se structurer un petit peu et après ça va en phase avec la levée de fonds qui nous permettra de nous structurer aussi et de commencer à aller dans des différents sujets. Mais ouais, faut pas non plus tout faire en même temps. Mais on sait qu'il y a des choses à faire et qu'on a du potentiel dedans, quoi. Ok, trop bien. Dernière question pour clôturer cette partie. Moi, je vais dire le numéro 7. Ça va peut-être faire un petit peu redondant, mais quel est l'endroit le plus improbable où vous avez pitché, Elda? Bon, je vais rester sur le Maroc, parce que c'était quand même improbable. Mais si je dois réfléchir sur un autre pitch, on a fait beaucoup. Hein. Dans le télécabine de Toulouse. Oui, mais Ouais, on a fait une vidéo dans le télécabine de Toulouse. Bon, c'était pour nous, mais non, c'était pour un concours. C'était pour un concours. Mais sinon, qu'est-ce qu'on a pu faire franchement, je dirais le Maroc. Hein. Ouais. C'est vrai qu'avec l'histoire. C'est quand même dans le contexte et dans une tente dans le désert, quoi. C'était un peu ça. Plus ou moins délire. Un peu ça. Okay. Avec des gens où on avait fait soirée. Je connais pas Toulouse, mais il y a un télécabine. Ouais, qui part de l'université pour aller à un autre endroit, en fait. Et il y a une petite colline à Toulouse. Et c'est pour y passer au-dessus. Une petite colline. C'est parce que la Rocotte fait le tour, en fait. Et il y a ils ont fait un télécabine. C'est les mêmes fabricants que ceux qui font les télésièges et télécabines en montagne, qui en ont mis un à Toulouse. Comme un peu à Grenoble ou il y en a un autre, je sais plus où en France. Je vais pas dire de bêtises, mais je sais pas. Ça se fait, ouais. Ok, putain, je savais pas du tout. Ok. Et on arrive à la fin de cette première rubrique sur les 10 questions, puis on va pouvoir passer à la suite.